monsieur, bonjour, bienvenue sur JMTV+, qui au hasard des rencontres est aujourd'hui quelque part à Évry, dans la banlieue sud de Paris. Nous sommes venus à la rencontre de deux personnages qui nous ont fascinés. D'abord, Alicia, que j'ai rencontrée dans une interview pour une association YGREN, qui va parler de ces 2 années et demie passées en Amérique latine. Elle va nous expliquer pourquoi. Elle a presque tout largué à Paris, où elle vivait bien avec son papa pour aller explorer l'Amérique latine. À ma droite, Octavio Herrera, qui est franco-vénézuélien. Ça fait un peu plus de 40 ans qu'il vit à Paris. Vous allez découvrir un personnage riche qui apporte toute la richesse de son pays d'origine à son pays d'accueil et désormais son pays tout court, la France. Bonjour monsieur Herrera. Bonjour. Comment allez-vous? Ça va. Très bien. Oui, je viens d'arriver justement du Venezuela. Oui. J'ai resté là-bas un petit peu plus de 2 mois. Je prépare une grande exposition à Caracas. Je suis allé pour travailler pour la préparer déjà pour l'année prochaine. Tout à fait. Et Alicia, vous m'avez dit hors antenne tout à l'heure que on vous parlait du Venezuela qui est dans le pays d'origine de votre papa, pas le vôtre, car vous êtes française née en France. Oui, je suis née en France. À Évry. Oui. Bien. Et qu'est-ce qui vous a poussé à faire le grand saut en Amérique latine? Pourquoi avoir tout largué en France alors que vous étiez étudiante, je crois? Oui, oui, oui. 2 années et demie comme ça en Amérique latine, pourquoi? Alors effectivement, la curiosité en fait, de comprendre un peu mieux ce qui s'y passe. Parce que voilà, à travers l'Europe, on a une certaine vision en fait de la géopolitique, mais en fait l'idéal pour moi c'est vraiment d'aller sur place pour y comprendre ce qui s'y passe et parler en fait tout simplement aux personnes, essayer de voir quel est réellement le quotidien des personnes qui sont là-bas. Et effectivement, le retour qu'on avait sur le Venezuela ici, il était vraiment catastrophique avant que je parte. Enfin, on regardait à la télé les images et c'est la fin du monde, quoi, vraiment. Donc moi je me dis mais qu'est-ce qui se passe? Donc je suis allée voir directement, en fait. C'est pour ça que je suis partie. Bon, ça s'est un peu prolongé parce qu'effectivement sur place, les investigations sont longues, on rencontre des personnes formidables, on a envie de les aider. Donc je me suis investie dans plein de projets sociaux sur place. Surtout en fait, moi je m'intéresse beaucoup à l'éducation, donc j'ai fait beaucoup d'interventions dans les écoles, surtout dans les quartiers populaires, le contact avec les personnes lambda. Quand on sait qu'en France aujourd'hui, l'année civique est prônée par le gouvernement Macron, vous avez fait 2 années civiques? Vous n'avez plus besoin de celle de la France. Ouais, voilà, on va dire ça comme ça, oui, c'est ça. Alors, monsieur Herrera, est-ce que vous avez poussé votre fille à aller explorer votre pays d'origine ou elle a pris cette décision-là toute seule? Non, normalement, j'y vais tous les ans au Venezuela. Moi, personnellement, j'en ai besoin d'y aller tous les ans. Et mes enfants et ma femme, de temps en temps, ils y viennent. J'ai toujours essayé qu'ils adorent ce pays-là. C'est un très beau pays. Les gens au Venezuela sont très accueillants. Ce sont des pays qui sont très beaux. L'Amérique du Sud, la Colombie, le Venezuela, les Brésil sont des pays très beaux. Et c'est vrai que de plus en plus, c'est plus dur au Venezuela. Moi, j'étais inquiet. Avant de partir au Venezuela, je voyais tous les jours 10, 15 nouvelles sur le Venezuela, des très mauvaises nouvelles. À la télévision? À la télévision. Française? Oui, française, et dans les journaux. C'était 12, 15 articles par jour contre le Venezuela. C'était des journalismes, mais c'est un journalisme qui disait que je me disais comment ça s'est fait qu'on peut manipuler un peuple comme ça en France et en Europe. Parce qu'il fallait que l'Europe et la France appuient un gouvernement qui est en train de s'installer au Venezuela. On a en ce moment, depuis 3 mois, un président qui s'est autoproclamé président de la République. Son nom encore là. C'est Guaido. Guaido, oui. Et je me disais, comment ça s'est fait? Et la France a approuvé cela? Ah oui, je me disais, Macron, un pays démocratique, j'étais étonné, je dis, un pays qui m'a accueilli et que j'ai toujours cru que c'était un pays démocratique, appuie un président qui s'autoproclame. Il dit, aujourd'hui je suis président de la République, Maduro, ça n'existe plus. Les Américains, 5 minutes après de cette autoproclamation qu'il a fait
dans un meeting, dans la rue, les Américains, tout de suite, ils s'appuient l'autoprésident. Alors, je me dis, et après Macron a pris, l'Europe a pris, l'Amérique du Sud a pris, c'est quoi? Nous, on a un président qui a été élu, et des difficultés, on en a depuis que Chavez, justement, gouverne les pays. Depuis 20 ans, on a des difficultés. Les Américains, ils ne veulent pas de socialisme dans leur arrière-cour. Ils ont toujours considéré l'Amérique latine leur arrière-cour. Personne ne touche. Dernièrement, la Russie et la Chine ils font des affaires avec l'Amérique du Sud. Depuis quelques années, ils ne sont pas très contents. Les Vénézuéliens, ça fait 20 ans que c'est un pays socialiste. Et ils ont déclaré le Venezuela un pays très dangereux. À une époque dans laquelle on avait l'épidémie de chikungunya, et je me disais comment va être dangereux. Moi, à l'époque, je ne trouvais même pas des poisons pour tuer les moustiques. Ils n'avaient pas. En plus, on était dangereux pour les Américains. Déclaré par le gouvernement Obama. Je me disais comment on nous déclare dangereux, mais après j'ai compris pourquoi on était dangereux. Parce qu'après ça a été suivi par le Brésil, socialiste, la Bolivie, le Nicaragua, et le socialisme il commençait à se répandre en Amérique du Sud, et ils se sont dit il va falloir stopper cela. Et c'est le Venezuela qui donne les mauvais exemples, bien sûr, pour eux. Ah, alors vous êtes dans l'axe du mal. Dans l'axe du mal, on est dans l'axe du mal. Et depuis, le Venezuela, ça ne va plus. Ça ne va plus, de tous les côtés, on a décidé de nous faire une espèce de... on n'est pas envoyé comme ils ont fait en Irak, ni en Libye, ni en Syrie. On est envahi, mais d'une façon économique. On nous fait une guerre pas conventionnelle du tout. L'économie elle est détruite, la monnaie elle est détruite, et on a fait l'Europe, les États-Unis et l'Amérique du Sud, on nous fait des blocages de tous les côtés, des sanctions constamment comme ils sont fait avec Cuba d'ailleurs, pareil, pour éviter que ça se répande les socialistes à la vénézuélienne en Amérique du Sud. Et ils ont réussi l'Argentine, la droite elle a gagné, l'extrême droite. Le Brésil c'est l'extrême droite qui vient de gagner. Et ils ont réussi à récupérer quelques pays. Parce que les mauvais exemples, c'est le Venezuela. Bien sûr, regardez comment le Venezuela va mal. Vous n'avez pas voté pour un pays socialiste, regardez dans l'état qu'il est. Oui, mais il est dans cet état-là. C'est pas faute du gouvernement. C'est la faute des sanctions qu'on a. Des sanctions de l'Europe, des États-Unis. Nos cartes de crédit des pays sont bloquées. Les pétroles vénézuéliens, nous on vit du pétrole, c'est un pays pétrolier. Les plus grandes réserves du monde sont au Venezuela, en pétrole. Bien sûr, c'est intéressant, un pays qui a les réserves les plus grandes du monde en pétrole, il faut le prendre. Il ne faut pas que ça parte à la Russie ou à la Chine. Voulez-vous par là dire que ce qui se déroule aujourd'hui dans votre pays d'origine, le Venezuela, est une guerre entre les grandes puissances? Je pense, parce que je me disais depuis longtemps, on nous attaque de tous les fronts. Je dis comment ça s'est fait que tout à coup le Venezuela est devenu un pays d'un dictateur. En peu de temps, on est un pays qui le gouverne un dictateur, bien sûr un dictateur élu, je me disais. Maintenant la dictature ça a changé, parce que maintenant les dictateurs, ils sont élus. Je me suis dit la première fois que je vois un dictateur élu, et que tous les systèmes vénézuéliens, on a 4... et comment ça s'appelle, il est gouverné, nous on a un tribunal souverain de justice, une assemblée nationale, même on a une assemblée constitutionnelle, le peuple décide au Venezuela. Ce qu'on a du mal à imposer en France. On a du mal. Oui, mais au Venezuela ça existe, c'est pour ça qu'il est dangereux. Alicia, vous avez passé 2 années et demie en Amérique latine. Vous avez fait le Venezuela, le pays dont est originaire votre papa, vous avez fait le Brésil et la Colombie. Dites-nous ce que vous avez vécu sur le terrain. Est-ce que ce que vous avez vu sur le terrain ressemble à ce que la télévision française vous montrait avant votre départ? Bon, alors déjà, au niveau du Venezuela, effectivement, moi j'ai été vraiment surprise parce que, en fait, la télévision elle a toujours tendance à simplifier les choses. Et en fait, quand on s'intéresse vraiment au cas du Venezuela, on se rend compte que le problème il est bien plus complexe en fait que ce qu'on nous montre à la télévision. Dans le sens où déjà, nous on a tendance à résumer que les problèmes du pays sont liés au président. Voilà, tout est toujours lié à Maduro. Alors qu'en fait, on se rend compte que
au sein même du pays, il y a tout un tas, enfin en tout cas dans le cas du Venezuela, moi ce qui m'a vraiment surpris, c'est la participation de tout le monde en fait dans le désastre continu et le chaos du pays. En fait, moi j'appelle un cercle vicieux sans arrêt. Tout Parce le monde, c'est qui? Tout le monde dans le sens où, en fait, au départ, effectivement, c'est quelque chose qui est parti d'en haut, de la corruption. Voilà, il n'y avait plus de rentrée au niveau des aliments, il y avait énormément, il y a un trafic en fait qui s'est créé, une mafia au niveau des aliments, au niveau de la monnaie, qui au départ part d'en haut, mais en fait, petit à petit, tout le monde y participe en fait à ça, ton voisin. On est tous corrupts au final, puisque voilà, on est un peu dans cet esprit de il faut que je fasse manger à ma famille, donc je gagne l'argent comme je peux, et peu importe comment je le gagne, voilà. Et là, moi c'est ça qui m'a choqué en fait au Venezuela, vraiment, c'est que j'ai l'impression que c'est un peu tout le monde contre tout le monde. Malgré le fait que, on voit à côté de ça quand même qu'il y a tout un phénomène de solidarité entre les personnes quand même. C'est pas tout négatif non plus, hein, bien entendu, mais moi j'ai quand même été vachement surprise par cet effet-là on est tous en fait aussi acteurs de la crise en fait là-bas. Avez-vous le sentiment, comme votre papa, qu'il y a une main cachée de grande puissance derrière la crise vénézuélienne? Bon alors, moi j'ai pas tout à fait ce point de vue-là, on va dire un peu... Ça fait conflit familial là? Non, ça fait pas conflit, politique. Mais, non, parce qu'on est quand même d'accord sur plusieurs points, mais c'est vrai que moi j'ai pas trop cet aspect, on va dire, de remettre toute la faute sur la grande puissance, même si bien évidemment, moi en fait il y a quelque chose que je rejette beaucoup de la faute du Venezuela en fait, c'est que depuis qu'on a découvert le pétrole, on est devenu complètement dépendant du pétrole en fait, et en aucun cas on a réussi à utiliser cet argent parce qu'on a vraiment eu beaucoup d'argent grâce à ce produit, et on n'a jamais investi en fait dans quelque chose de plus concret en fait, c'est-à-dire investir dans l'agriculture, dans l'éducation, et en fait là on en subit les conséquences parce qu'effectivement aujourd'hui on a du mal à subvenir à nos besoins, dans le sens où on a toujours été un pays importateur en fait. Vous attaquez au mythe là. Est-ce que vous faites beaucoup d'ennemis au Venezuela? Car le mythe c'est Hugo Chavez. Si on n'a pas réussi, on n'a pas réussi. Vous savez que Hugo Chavez n'a pas bien... Oui, lui non plus. Oui, mais ceux d'avant non plus. Hein. Mais effectivement, ça a été une grosse défaite. Moi je critique beaucoup ça, et je pense que je pense que c'est important de critiquer dans tous les cas, mais c'est ça, non, tout à fait. Moi je critique du gouvernement de Chavez cet aspect de ne pas avoir investi dans l'argent du pétrole, ou du moins pas suffisamment, puisqu'on en est là où on en est aujourd'hui. Le pays ne fonctionne pas parce qu'on est dépendant des importations, et du coup on n'arrive plus à acheter. Et du coup, les gens ont du mal à se nourrir, alors qu'on est un pays avec une terre extrêmement fertile et avec beaucoup d'espace. On est très peu d'habitants au Venezuela, c'est un pays quand même assez grand. Il y a quoi, 7 millions? Il y a... oui, je pense que ça peut il y avait 30 millions. 33 millions, je pense. Mais il y en a 3 ou 4 qui sont partis déjà. Oui, c'est très difficile. Moi, j'y vais plus loin parce que je me dis tout le temps... C'est difficile de se développer quand on est sous-développé. Parce que c'est un truc qui est étudié par des professionnels. L'Amérique, ce sont des spécialistes, justement. Et nous, Chavez, il a essayé d'investir des milliards et des milliards. Mais la corruption, ça a été un problème, parce que tout l'argent qui sortait justement pour développer les pays, l'argent partait. Mais, comment? Aux États-Unis, volé. Par les Vénézuéliens? Par les Vénézuéliens, mais ils sont reçus comme des rois. Là-bas, on vole 30 milliards de dollars, et ils sont bien reçus aux États-Unis. Ils s'appuient ça. Comment cet argent-là sortait du pays? C'est eux qui, justement, incitent à ça. La corruption dans des pays comme les nôtres, c'est pas gratuit. À mon avis, c'est étudié d'une façon très profonde. Parce qu'à chaque fois qu'un pays essaie de se relever, ça ne marche pas. Et si ça marche, on les assassine, on sont tués, les leaders, pour éviter que ça marche, justement. Ils ont tué les leaders? Au Venezuela, ils ont tué des leaders. Il y avait un jeune leader qui n'arrêtait pas de gueuler, qui avait 29 ans,
C'était justement le leader de la jeunesse socialiste, il a été assassiné. Par qui vous avez des idées? Qui a tué ces jeunes leaders-là? Est-ce le président Chavez ou Non, il est-ce paraît l'extérieur? que l'ordre venait de la Colombie, justement. Mais la Colombie, c'est un allié américain très fort. Alors, ça c'était... Et comme lui, il y en a d'autres leaders qui ont été assassinés. En Colombie, on assassine des leaders sociaux tous les jours. Il y a des centaines qui sont tués tous les jours. Justement, il y a une manifestation en Colombie. Les leaders sociaux, ils sont assassinés 400 par semaine, surtout en ce moment. Il y a des problèmes, surtout les paysans qui réclament justement en ce moment leurs terres. Ils réclament, il y a des déplacements en Colombie énormes, des populations. Nous, en ce moment, c'est un déplacement pas national, c'est à l'étranger, les jeunes s'en vont. Tous les jeunes professionnels s'en vont parce que la crise est difficile, très difficile en ce moment. Et c'est dur. Et comment ça se passe en Amérique du Sud, à mon avis, ça se passe avec l'Afrique, c'est pareil. On ne s'intéresse pas que l'Afrique se développe. Vous me prenez ça dans la bouche parce qu'en Afrique, c'est le même phénomène. Les jeunes s'en vont mourir dans les mers. On a l'impression que ces deux continents sont maudites. Il y a eu un leader en Afrique et il a reçu Mitterrand à l'époque, et lui, il était assassiné. Thomas Sankara. Sankara. En 1987. Oui, voilà, il a été assassiné parce que lui, il voulait le progrès dans son pays. Il voulait installer l'éducation pour les jeunes, l'agriculture et tout ça. C'est un travail qui a été fait, qui a été détruit très vite. En 4-5 ans, ça ne les intéressait pas. 4 ans, oui, pour lui. Aux Européens qui se développent ces pays-là, parce qu'aller se répandre après dans les autres pays. Pour les Vénézuéliens, ça passe la même chose. Si nous on réussit, dans le socialisme, nous Vénézuéliens réussit, ça va se répandre dans toute l'Amérique du Sud. Ça ne s'intéresse pas aux grandes puissances américaines. Et ils font le tout pour pourrir la société. Si quelque chose ça marche, on introduit quelqu'un qui avec de l'argent, et comme ça, et après, quand il est cherché par le gouvernement, il s'en va aux États-Unis avec tous les milliards. Ou en Europe, en Espagne, pour le pétrole, en ce moment, on arrive à voler 15-30 milliards de dollars. Parce que c'est un pays qui est très riche en pétrole. Et là, quand on trouve les directeurs de pétrole du Venezuela qui a volé autant d'argent, quand il va être persécuté, il s'en va aux États-Unis, il est bien reçu là-bas. En plus, il n'y a pas d'extradition des voleurs vénézuéliens au Venezuela, ça n'existait pas. Ah, il n'y a pas cette convention, n'a pas été signée par... Il n'y a pas de convention. Oui, ils acceptent tout ce qui amène autant d'argent. Ça les intéresse justement qu'ils vivent bien, parce que c'est un autre qui vient. Il faut la même chose à chaque fois. On pourrit les pays, on développe la corruption dans les pays, ça, on ne va jamais s'en sortir, et c'est de pire en pire. Même si c'est les socialistes en ce moment, si c'est la droite qui va prendre le pouvoir en ce moment, c'est l'extrême droite qui va prendre le pouvoir au Venezuela. Il y a eu un essai de coup d'État avant-hier qui n'a pas réussi. Il n'a pas réussi, mais il est appuyé par les Américains. Le président qui s'autoproclamé, c'est l'extrême droite vénézuélienne. Mais les Américains ont décidé que c'est lui le président. Ils essayent de l'imposer à la ONU. La OEA, il est d'accord. La OEA, demain, il s'est réuni pour voir si on envahit militairement le Venezuela. S'ils donnent l'accord. Et les Vénézuéliens viennent de se retirer de la OEA parce que tout ça, ça a servi. L'OEA, c'est quoi? L'Organisation d'État américain. C'est toute l'Amérique du Sud, et le Canada et les États-Unis. Le Mexique et tous les pays du Sud, c'est la OEA. Et la ONU, c'est plus vaste, c'est international. La ONU n'est pas d'accord d'envahir le Venezuela. Les Américains, à chaque fois, ils convoquent des réunions à la ONU pour parler au sujet vénézuélien, pour avoir l'autorisation d'envahir le Venezuela comme ils ont fait dans les pays du Moyen-Orient. Et l'ONU dit non, le Venezuela c'est un pays démocratique, il a un président élu par le peuple, on n'accepte pas, ils vont encore faire une autre réunion. Mais comme ça ne marche pas, tout ce qu'ils sont essayés de faire, maintenant ils vont essayer l'invasion militaire qui se prépare en ce moment déjà, pour envahir militairement le Venezuela. La ONU n'est pas d'accord, la Chine n'est pas d'accord, la Russie non plus. Et c'est à cause de ça que Maduro il est encore là, à cause des Russes et des Chinois. Donc ce sont les Russes et les Chinois qui soutiennent Maduro? Bien sûr, parce qu'ils ont investi énormément au Venezuela. La Chine vient d'investir encore 5 000 milliards de dollars au Venezuela pour le pétrole. La Chine a besoin de se développer, elle a besoin de beaucoup de pétrole. Nous, on fournit. Les Américains, comme ils ont sanctionné le Venezuela, et ne veulent plus autoriser les pétroliers vénézuéliens à aller aux États-Unis, les Chinois ils ont dit, nous, le pétrole vénézuélien qui part aux États-Unis, nous l'achètera. C'est 800 000 barils de pétrole par jour qui partent aux États-Unis. Les Chinois ils ont dit, nous, on les achète si les Américains ne veulent pas. La guerre commerciale est totalement ouverte au Venezuela. Ah oui, en ce moment, c'est international. Le Venezuela, c'est un sujet
qui pourrait créer une guerre mondiale en ce moment. Rien parce que la Chine n'est pas d'accord avec les États-Unis de ce qu'ils peuvent faire au Venezuela, les Russes ne sont pas d'accord, l'Europe, il n'est pas d'accord pour envahir les pays, mais l'Europe soutient quand même les États-Unis. Ils soutiennent les États-Unis, mais pas avec les mêmes conditions. L'Europe, elle voudrait qu'on fasse des élections au Venezuela. Mais le président Maduro dit les élections, on vient de les faire il y a 11 mois. Pourquoi on va refaire encore? Mon président Macron, vous avez été élu il y a 2 ans. Il y a une partie des Français qui demandent votre démission et une réélection, d'autres élections en France. Si vous voulez cela au Venezuela, pourquoi on ne le fait pas en France? Mais le pire que Venezuela, je trouve ça suspect parce que nous, on a une constitution au Venezuela. Du moment qu'un président, un ministre, un gouverneur, un maire ne fonctionne pas, le peuple a le droit de le destituer à moitié de mandat. Ça n'existe pas en France, c'est en Europe, on n'est nulle part, mais chez nous ça existe. À moitié de mandat, si le président n'est pas bon, il est viré par le peuple. Mais je me suis dit, s'il ne sert pas en ce moment, on attend la moitié. Et dans un an, on peut demander un référendum dans 2 ans. On fait un référendum pour voir si on destitue. Si le président est destitué. Mais on a essayé de le faire avec Chavez, et Chavez, il n'a pas été destitué, il a gagné. Il n'a pas été destitué, le peuple était avec lui. Et je suppose, mais en ce moment, si on fait un référendum, l'opposition vénézuélienne, ils ne le demandent pas parce qu'ils savent qu'ils ne vont pas le gagner. Ils vont le perdre. C'est pour ça qu'ils veulent prendre les pouvoirs à la force en ce moment. Avant-hier, ils ont essayé, ça n'a pas marché. Et ils disent que le peuple est avec nous, mais il n'y avait pas beaucoup de peuple, justement. Le palais présidentiel était défendu hier par des centaines de milliers de personnes. Et l'opposition qui a essayé de prendre les pouvoirs, quand ils ont vu ça, ils se sont dit on n'arrivera jamais à prendre les palais présidentiels. Ils se sont ratés à moitié chemin. En plus, il n'y avait que 40 soldats. Maduro, il a 300 000 soldats qui l'appuient. Et l'opposition, il en a 40. Alors, 40 soldats qui sont venus hier, ça n'a pas marché. Et je me dis, c'est quoi ce truc-là? C'est pas possible. Et c'est encore un coup monté. Je dis, bon. Monsieur Herrera, dites-moi, Alicia, lorsque vous écoutez les explications de votre papa, est-ce que vous vous retrouvez dans ce qu'il nous dit, la face à JMTV+? Sur certains points, oui. Bon, sur d'autres... Moi, c'est l'aspect un peu complotiste, donc voilà, qui me dérange un peu, mais non, mais effectivement, enfin, moi, je suis tout à fait consciente que, voilà, il y a quand même cet enjeu économique très fort, et puis, bon, avec l'histoire du socialisme, etc., si. Moi, je suis plutôt d'accord sur ces points-là. Après, bon, le tout, enfin, moi, après, je suis plus dans l'aspect concret, parce que ça, c'est, ok, à niveau politique, mais en fait, moi, Mais c'est la politique qui dirige le monde, Alicia. Oui. Non, mais en fait, ce qui me dérange, en fait, c'est que je vois que les Vénézuéliens, en fait, au final, malgré le fait qu'on a beau dire que c'est démocratique ou quoi, j'ai l'impression qu'ils n'ont pas la parole, en fait. Pourquoi? Parce que je me rends compte dans le discours, enfin, moi, avec les gens avec qui j'ai parlé, etc., des personnes qui soutenaient Chavez au départ, en fait, aujourd'hui, soutiennent pas Maduro, en fait. Et sauf que ce qui se passe, c'est que ils soutiennent pas non plus... Et le président autoproclamé. Bah oui, non, pas du tout. Du coup, ils sont un peu là, entre les deux, mais en fait, on les entend pas, alors que moi, je pense que c'est quand même une partie de la population qui est importante, parce qu'on a beau dire que il y a encore beaucoup de personnes qui soutiennent Maduro, etc. Et oui, c'est le cas, mais je pense qu'en fait, il y a aussi une très grosse partie de la population qui est dans cette un peu partie neutre. Alicia, pourquoi ne pas attendre dans 1 an à mi-mandat pour faire le référendum, comme disait votre papa, et voir si les gens veulent que Maduro s'en aille? Pourquoi ne pas attendre 1 an? Le truc, c'est que... Non, mais moi, je peux tout à fait imaginer les résultats aussi, en fait. Moi, je pense qu'il y aura une grosse partie de personnes qui vont pas voter, en fait. Parce que, comme je vous dis, Maduro va gagner. Enfin, si, en tout cas, dans mon concept, Maduro va gagner parce que les gens, ils sont, on va dire, pas assez bêtes encore, enfin, pas tous en tout cas, pour voter pour l'extrême droite. Mais les gens se retrouvent pas dans d'autres alors, dans un pays démocratique, c'est la majorité qui l'emporte. Ouais. Il y a 10 personnes inscrites, si c'est votre... Oui, mais du coup, ça va continuer la même chose. Parce que du coup, les gens, ils vont continuer, on va dire, si Maduro regagne,
ça va pas représenter la majorité du peuple Mais vénézuélien. que la majorité aille donc voter contre Maduro. Bah ouais, mais du coup, les gens, comme je vous dis, il n'y a pas d'autre option en fait. Mais il y a deux options là. Soit le Parce que socialiste le Venezuela, Maduro, c'est un- soit l'extrême droite Guaidó. Allez voter les Vénézuéliens, allez voter. Ouais, Si vous voulez l'extrême droite, votez l'extrême droite. Si vous voulez les socialistes, votez les socialistes. Mais Ah, mais Celui les qui gens, gagne, ils il veulent- gouverne. ce qui est incroyable, tout ce qui se passe, ça a été vraiment étudié d'une façon... L'année dernière, il y a eu des discussions pour avancer les sélections. Et la droite, elle a discuté avec les socialistes, ils sont tous un pays neutre, les Panama. Non, c'était Ah, le Panama. C'était les Panama, non, je crois que c'était le... C'était pas Porto Rico, c'était un pays de l'Amérique centrale. Ils ont discuté pour avancer les sélections. Ça a duré presque un an, cette discussion. Et le président s'était dit, bon, on va avancer les sélections. Les sélections, normalement, on aurait dû les faire en janvier là, de cette année. Janvier 2019. 2010. Et ils ont avancé pour le mois de mai. Et les jours qu'on devait signer l'accord, la droite et le gouvernement pour avancer les sélections, ils ne sont pas signés. La droite, elle n'a pas signé. La droite a refusé de signer. La droite a refusé de signer. Et on s'est dit, tiens, c'est bizarre parce que toutes les discussions, ils se sont mis d'accord et tout le monde a fait des concessions. Le président a fait des concessions, il a libéré des quantités de gens qui disaient que c'était prisonniers politiques. Et ils ont réussi à avoir plein de choses. Et les jours qu'on devait signer, que le gouvernement avait signé, la droite s'est levée des tables et est partie. La droite qui est représentée par Guaidó ou pas? Non, à l'époque, Guaidó n'existait pas. D'accord. C'est quelqu'un qui est sorti de la fumée de rien. Personne ne Guaidó. connaissait, Guaidó, personne ne connaissait. Et après, on s'est dit, tiens, pourquoi ils ne sont pas signés, pourquoi ils sont partis? Après, ils se sont fait, il y a eu des recherches, ils ont compris qu'il y a eu un coup de fil qui a été donné au leader de l'opposition Coup de fil de qui? du Nord, Du Nord. De l'Amérique du Nord. Au Nord, il y a le Canada, il y a les États-Unis. les États-Unis. Mais il faut dire, il faut appeler le chien par son nom. Voilà. Ils ont dit, il ne faut pas signer parce que si vous faites des sélections, vous allez les perdre. Il faut les boycotter, ils ne sont pas signés. Mais le gouvernement avait dit, bon, comme nous, on a déjà tout, on a organisé, on a discuté, on va faire les sélections quand même, pareil, comme on avait signé, et qu'eux, ils devaient signer l'accord. Et c'est pour ça que les élections se sont déroulées au mois de mai. D'accord. Et Maduro, il a gagné, mais eux, ils ont décidé de boycotter les élections par ordre des États-Unis, justement. Il faut boycotter les élections, comme ça on pourra dire que ce président est le plus valable. Mais les gens, ils sont allés voter quand même. Il y a eu 9 millions de personnes, un petit peu plus, qui sont votées. Un tiers de la population. Voilà, Maduro, il a eu 6 millions, et la droite, elle a eu 3 millions. Et c'est dommage qu'ils sont boycottés, parce que je me suis dit à l'époque, l'année dernière, peut-être s'ils ne boycottaient pas, ils auraient pu gagner les élections de peu. Ils auraient pu les gagner. Là, les Américains se sont trompés. Je me suis dit, c'est dommage, parce que comme ça, les gens, si la droite elle aurait gagné, ça ne serait pas l'extrême droite comme maintenant. D'accord. Et les gens seraient un petit peu plus conscients de tout ce qu'ils ont réussi, les socialistes au Venezuela. Monsieur Herrera, on va arrêter là car nous sommes tenus par le temps, mais sachez que désormais je vous connais. Vous êtes libre de venir sur GMTV plus sur mon plateau, un peu dans le nord d'ici, le RER droit. Vous êtes libre de venir à tout moment nous parler du Venezuela et de la situation en Amérique latine. Alicia, vous aussi, vous avez ma carte. Vous me contactez, je vous ouvre mon plateau comme j'ai l'habitude de l'ouvrir. Aux Africains, aux Occidentaux, pour s'exprimer. GMTV Plus est ouvert à tout le monde et vraiment, vraiment merci de m'avoir accueilli chez vous de manière spontanée alors qu'on ne se connaît pas pour parler de cette situation qui me permet, moi, d'apprendre aussi car le journaliste ne sait pas tout. Vous comprenez? Oui, parce que c'est vrai, comme on disait Alicia tout à l'heure, les moyens de communication en France, quand je lis les articles, il y avait même un jeune qui a monté une entreprise au Venezuela pour de Facebook, justement pour se dire, Facebook est en train de se... comment dire, il s'accepte tellement de fake news qui est en train de se... Les gens ne veulent plus croire à Facebook, ils ne veulent plus l'utiliser à cause de ça. Il a constaté par rapport à notre pays et par rapport au Venezuela, et il a détecté 3600 fake news par jour sur le Venezuela. Et il s'est dit, c'est pas bon pour Facebook parce que les gens ne vont pas vouloir l'utiliser après. Il faut quand même, quand on publie des informations, surtout politiques, il faut d'abord se renseigner avant de les publier. Parce que vous publiez des fake news qui ne sont pas bon pour Facebook.
C'est un jeune d'une trentaine d'années qui a... Il est toujours en vie, j'espère. Oui, oui. Ah, oui. d'accord, tant mieux. Non, parce qu'à mon avis, il travaille pour cette société, pour Facebook, justement. Ah, d'accord. Il s'est dit, ce n'est pas bon pour nous qu'on publie des fake news constamment. 3600 par jour, seulement sur le Venezuela, sur les présidents vénézuéliens et sur ce qui passe au Venezuela. C'est pour vous dire comment on nous manipule. Nous, je voyais 15-10 articles par jour contre les Vénézuéliens. Je me disais, tiens, mais qu'est-ce qu'il me raconte? Qu'est-ce qu'il prépare contre mon pays? Et après, j'ai compris ce qu'il prépare. On l'a vu avant-hier, un coup d'État qui n'a pas marché, mais il l'a préparé depuis longtemps. Prochainement, venez vous exprimer sur JMTV+. Regardez sur le site, vous verrez qui vient. Je donne la parole à ceux à qui on ne la donne pas. Vous comprenez? D'accord. Donc venez. Hein? Vous m'appelez, on arrange ça, vous venez, d'accord? Je vais y aller maintenant car j'ai du chemin à faire. Et merci beaucoup, monsieur. Merci à vous. Hein. Merci encore. Hein? De venir à la maison. Merci. Alicia. C'est un plaisir. Merci beaucoup. Belle surprise. Chers téléspectateurs, on se retrouve dans quelques jours, toujours sur cette chaîne JMTV+. Calez-vous là-dessus, nous donnerons toujours la parole à ceux à qui on la refuse. Merci à vous, on se retrouve dans quelques jours, à bientôt. Bye bye. Je demande à JMTV+, de continuer à faire ce travail extrêmement important, de recueillir les informations, de les recueillir avec esprit critique, pour ensuite les diffuser comme elle le fait, afin que les esprits s'éveillent, que les consciences s'ouvrent davantage et que les actes suivent.